Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on part pour Izu Oshima. C'est une île volcanique tout près de Tokyo, mais on dirait un autre monde, vraiment. C'est exactement ça. On a pioché dans pas mal de sources, hein, des récits de voyage, des guides, bien sûr, des articles historiques et même des documents de planification locale. Hmm. L'idée, c'est de vous faire découvrir des facettes un peu moins connues, des histoires et des coins cachés qui font tout le sel de cette île, quoi. Loin des sentiers battus. Oui, parce qu'Izu Oshima, c'est pas juste un joli volcan pour les photos. C'est une île où le passé, souvent assez mouvementé, il est partout. Dans les légendes, dans le paysage même, sculpté par le feu. On va voir comment tout ça, ça résonne encore aujourd'hui. Alors, commençons par le cœur, le mont Mihara. Plus qu'un volcan, c'est le Gojinka, le feu divin. Les textes anciens, genre le Myakkeki, parlent de sa création par les dieux. C'est pour ça qu'on l'appelle Oshima, la grande île. Et cette idée de divinité, elle est toujours là. Les habitants, ils en parlent avec beaucoup de respect et disent «O Gojinka-sama». Il y a cette conscience que c'est une force puissante, quoi, qui donne et qui reprend. C'est fondamental pour saisir l'esprit de l'île. Une force qui s'est montrée terrifiante en 1986. L'éruption a obligé tout le monde à partir. Genre 12 000 personnes évacuées en 13 heures. Ah oui, 13 heures. C'était une opération éclair complètement folle. Ça a marqué tous les esprits, évidemment. Et il y a ce truc un peu fou avec Godzilla, non? Ah oui, c'est ça qui est dingue. 2 ans avant, en 84, il y a le retour de Godzilla qui sort. Et à la fin du film, Godzilla, il est piégé où? Dans le cratère du Mihara. Non, la fiction qui annonce la réalité, c'est... C'est trop blanc, hein? Et du coup, ça a forcément alimenté les conversations locales. J'imagine. À tel point que dans un film suivant, ils l'ont fait ressortir du même volcan. Et aujourd'hui, on trouve des statues, des clins d'œil à Godzilla un peu partout sur Oshima. C'est comme une couche de mythe moderne qui s'ajoute. Incroyable. Mais bon, au-delà de Godzilla, le Mihara a créé des paysages bien réels, eux. Et assez uniques. On parle d'un trésor caché. Ura Sabakum, c'est quoi exactement? Ura Sabaku, ça veut dire le désert arrière. Et sa particularité, c'est que c'est le seul endroit du Japon classé officiellement comme désert. Mais attention, c'est pas le Sahara, hein. Ah non. Non, non, c'est un désert noir. Tout est couvert de scories, ces petits bouts de lave noire. Et la végétation, elle a du mal à pousser à cause des gaz volcaniques. Un désert noir? L'ambiance doit être lunaire, non? On dit que c'est silencieux, qu'on se sent ailleurs. C'est tout à fait ça, une atmosphère très spéciale. Et en plus, c'est assez facile d'accès depuis le sommet du Mihara. Ce qui nous amène justement au cratère lui-même. La rando pour y monter, c'est faisable? Oui, oui, c'est pas très long, genre 2,5 km. Relativement facile. Et là-haut, la vue sur le cratère, ça doit être quelque chose. Ah oui, impressionnant. Souvent avec beaucoup de vent d'ailleurs. On voit le cratère actuel, à peu près 350 mètres de large, 200 de profondeur. Parfois on voit des fumerolles qui s'échappent sur les côtés. Hmm. Et petit détail qui rappelle où on est, le long du chemin, il y a des bunkers anti-lave. Des bunkers, ah oui, d'accord. Ça remet les idées en place sur le fait que le volcan est actif. Voilà, le Gojinka est bien là. Et pour une preuve encore plus visuelle de cette histoire géologique, il faut voir le Shiso Daisutsu Danmen. Ah, le fameux Baumkuchen. J'ai vu des photos, c'est incroyable. On dirait un gâteau à couches, mais en falaise. Exactement. La grande coupe stratigraphique. C'est une falaise avec des strates de couleurs différentes super nettes. Une vraie coupe géologique, à ciel ouvert. Et chaque ligne, c'est une éruption passée, c'est ça. C'est comme lire l'histoire du volcan. C'est l'idée, oui. On estime qu'il y a une centaine de couches visibles qui racontent quelque chose comme 20 000 ans d'activité volcanique. C'est assez rare de voir ça aussi clairement. Et il y a une route qui passe demain. Oui, la route panoramique longe la falaise avec la mer de l'autre côté. C'est spectaculaire. Ça montre bien la puissance du volcan, à la fois créatrice et historique. C'est fou comme le volcan en marque tout. Mais l'histoire de Shima, c'est aussi celle des gens qui ont vécu. Parfois de force d'ailleurs. Je pense à Minamoto no Tametomo. À Tametomo, sacré personnage de l'histoire japonaise, un samouraï archer légendaire. Il a été exilé à Oshima après une rébellion, la rébellion de Hogen, ça c'était au milieu du XIIe siècle. Mais bon, c'était pas le genre à rester tranquille dans son coin. C'est ce que disent les sources, oui. Il aurait refusé de se soumettre, il aurait même essayé de prendre le contrôle des îles voisines depuis Oshima.
Assez culotté pour un exilé. Carrément. Son histoire est pleine de défis, de panache. Et la légende va encore plus loin. On raconte qu'il serait pas mort en exil, mais qu'il aurait réussi à filer jusqu'à Ryukyu, Okinawa aujourd'hui, et qu'il serait devenu une sorte de héros là-bas, l'ancêtre d'une dynastie locale. Ah ouais? Bon, démêler le vrai du faux? Difficile, mais ça montre l'aura du personnage. Et cette aura, on la sent encore un peu sur l'île. Ah oui, il y a des traces, des lieux. Oui, et c'est là qu'on tombe sur un autre type de trésor caché. Plus historique cette fois. Il y a les ruines supposées de sa résidence. Et ce qui marque le lieu, c'est une porte. L'Akamon, la porte rouge. Une porte rouge? C'est pas commun pour un exilé ça, si? Le rouge, c'est plutôt noble, non? Exactement. Le vermillon, c'était une couleur importante. Alors cette porte, même si c'est peut-être une reconstruction, elle suggère son statut spécial. Le respect ou peut-être la crainte qui l'inspirait. Autour du site, il y a aussi des légendes. On parle d'un poste d'observation, d'un tunnel secret pour s'échapper vers la mer. Légende ou pas, ça ancre vraiment le personnage dans le paysage d'Oshima. Ça donne une autre dimension au lieu. Mais il n'y a pas que les héros, il y a aussi des histoires plus sombres, comme celle des Imisama. Oui, là on est dans la tragédie locale qui a laissé une trace très profonde. C'est l'histoire de 25 jeunes hommes du village d'Izumizu. Pour se débarrasser d'un administrateur local qui était un tyran, un certain Toyoshima Tadamatsu, ils l'ont tué. Un acte de résistance, en fait. Mais ça a mal fini, j'imagine. C'est ça le drame. Après leur geste, ils ont voulu fuir par la mer. Mais le clan Toyoshima était puissant et personne, aucun autre village, aucune autre île, n'a voulu les aider, par peur des représailles. Ah, rejeté par tout le monde. Exactement. Et ils auraient fini par périr en mer, tous ensemble. Un 24e jour du premier mois lunaire, selon la tradition. Terrible. Et c'est de là que viennent ces esprits, les Himisama ou Kainan Hoshi. Oui, la croyance dit que leurs âmes, pleines de colère et de tristesse, errent et reviennent hanter la côte chaque année à cette date précise. Et ce qui est fascinant, c'est que cette légende est liée à un lieu précis et à une coutume qui existe encore. Le sentier Izumizu Kiritoshi. Ce chemin creusé dans la roche. Voilà. Ce sentier passe près du sanctuaire Hajikama, qui est lié à cette histoire. C'est un lieu de mémoire assez puissant, on dit parfois un power spot. Mais le plus fou, c'est la coutume qui perdure à Izumizu. Laquelle? Raconte. Eh bien, le soir de ce fameux 24 janvier, enfin, selon l'ancien calendrier, les habitants du village ont interdiction de regarder la mer. Interdiction? Oui, la croyance dit qu'on risque de voir les esprits des jeunes hommes. Alors les gens restent chez eux, porte close. Parfois, ils accrochent des feuilles de taubira, une plante qui sent fort, pour éloigner les mauvais esprits. C'est incroyable. Une tradition liée à une légende si ancienne qui rythme encore la vie aujourd'hui. Ça montre la force de ces histoires. Absolument. C'est un lien très direct entre le passé légendaire et le présent. Bon, après ces histoires un peu intenses, on change d'ambiance. On va vers quelque chose de plus nostalgique et gourmand, le port de Habu. Habu Minato. J'ai lu que son origine est déjà particulière, non? C'était pas un port au départ. C'est ça. C'était un lac de cratère, et un tsunami aurait ouvert une brèche vers la mer, le transformant au port naturel. Il a eu son âge d'or à l'époque Showa, disons des années 20 aux années 50-60. C'était un port d'attente du vent très important pour les bateaux. Et il y a le lien avec Kawabata aussi. Oui, le prix Nobel de littérature. L'héroïne de sa nouvelle, la danseuse d'Izu, vient de Habu. Ça ajoute une touche de mélancolie, de romantisme au lieu. Avec ces vieilles maisons en bois, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et c'est pas juste un décor. Les sources parlent aussi d'une nouvelle vie, d'une revitalisation. C'est ça qui est intéressant. Abishu a connu un déclin, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes qui s'installent, souvent venues de Tokyo. Elles rénovent des maisons pour ouvrir des cafés, des petites boutiques, des guest houses. Il y a un mélange d'anciens et de nouveaux. Et c'est là qu'on trouve d'autres trésors cachés, plus actuels, des bonnes adresses. Exactement. En se baladant dans le vieux quartier, on tombe sur des pépites. Par exemple, Tokyo Voneten. C'est un café-boutique, ambiance un peu yoga, méditation. Ils sont connus pour leur taiyaki. Les gaufres en forme de poisson? Oui, mais ils font des versions originales. Une version salée jambon-fromage, ce qui est super rare, et une autre à l'ashitaba, la fameuse plante locale. La Chitaba, on va en reparler. J'ai lu une anecdote sympa sur ce café, une rencontre avec un photographe. Ça a l'air d'être un lieu de vie. Il y en a d'autres?
On peut citer le Akai Café. C'est une ancienne maison rénovée par une journaliste qui a beaucoup voyagé. Apparemment, c'est chaleureux, déco sympa, avec des objets de voyage. Leur pizza toast serait pas mal. Pizza toast, intéressant. Et pour dormir, il y a la Rouen Guest House. Une maison d'hôtes, ambiance taisho-romane, c'est-à-dire début 20e, très littéraire, pleine de livres, de mangas. Ça a l'air d'être un projet très personnel des proprios. Et pour une petite fin sur le pouce? Apparemment, les croquettes du Shoten sont très populaires localement. Et puis, pour l'histoire, il y a l'ancien ryokan transformé en musée, Odoriko no Sato, et la résidence Jinomaru. À bout, c'est vraiment un concentré de charme discret. Ça donne envie d'aller y traîner. Parlons un peu cuisine maintenant. Oshima a ses spécialités. Le beko sushi, ça revient souvent. Ah, le beko sushi, c'est un incontournable. C'est du poisson blanc local, souvent du vivano, mariné dans une sauce soja un peu spéciale, avec du piment vert de l'île. Ça lui donne une couleur ambrée, brillante, comme de l'écaille de tortue, beko. D'où le nom. Et c'est bon? C'est très bon. C'est frais, ça a du goût, c'est vraiment typique. On en trouve à Ayubu, chez Minato Sushi par exemple, ou près de Motomachi chez Sushiku. Facile à trouver, il y a une statue de Godzilla devant. Encore lui. Et cette fameuse plante, l'ashitaba, on la retrouve comment? Ashitaba, ça veut dire feuille de 2 mains. La légende dit qu'elle repousse en une nuit si tu l'accueilles. Ah ouais? C'est une plante qui pousse que sur les îles d'Izu. Et on la mange sous toutes les formes. En tempura, c'est classique, en thé, dans des nouilles, et même en glace. Glace à l'ashitaba, hein? Ça a quel goût? C'est particulier, un peu amer, herbacé. Faut goûter, on en trouve au Burato House. C'est le marché des producteurs locaux. Il l'utilise aussi en cosmétique d'ailleurs. Et bien sûr, impossible de parler d'Oshima sans les fleurs, les tsubaki. Les camélias japonais. La rose d'hiver. L'île en est couverte, il y en a des millions. C'est le symbole de l'île. Et c'est aussi une ressource. L'huile de tsubaki extraite des graines est super réputée pour les cheveux, les soins de la peau. Et il y a un endroit spécial pour les voir? Un jardin? Oui, un autre petit trésor vert, le Tsubaki Hana Garden. C'est un jardin créé par un passionné, monsieur Yamashita. Il a planté lui-même plein de camélias, surtout la variété sauvage locale, le Yabu Tsubaki. En plus, la vue sur le mont Fuji est belle quand il fait beau. Et petit bonus sympa, il y a des lapins en liberté qu'on peut caresser. Des lapins, d'accord. C'est un lieu assez personnel alors. Oui, très paisible. Bon, on a vu les mythes, les légendes, le charme des ports, les saveurs. Est-ce qu'il reste une petite touche d'aventure, un mystère? Il y a une histoire qui flotte encore un peu, oui. Celle des koban de Keijio. Koban? Les vieilles pièces d'or japonaises, ovales. C'est ça. En 1957, près du port d'Okada, un pêcheur, hop, il remonte dans ses filets plusieurs de ces pièces d'or. Imagine la surprise. Ah ouais, carrément. Un trésor. Mais on sait d'où ça venait? Eh ben, c'est là que ça reste un mystère. Il y a 2 hypothèses principales. Soit c'est l'épave d'un bateau marchand qui a coulé dans le coin. Oshima était sur une route maritime importante vers Edo, l'ancien Tokyo. Logique. Et l'autre? Soit c'était un transport officiel de fonds pour le shogunat, peut-être pour la construction du château d'Edo. Mais aucune preuve formelle n'a jamais été trouvée. Le trésor reste un peu mythique. Du coup, ça donne une autre saveur au fond marin près d'Okada. C'est notre dernier trésor caché en quelque sorte. Une chasse au trésor potentiel. On peut voir ça comme ça, oui. Ça ajoute un petit frisson aux activités comme la plongée ou le snorkeling. Quand tu vas sur des plages comme Akinohama, où on plonge depuis les rochers, ou Tushiki, c'est une espèce de piscine naturelle formée par la lave, super pour voir les poissons. Faut des chaussures pour aller dans l'eau à Tushiki, j'ai noté. Voilà. Mais tu peux te dire que, peut-être, qui sait, il y a des services de guide de plongée sur l'île pour ceux qui veulent explorer. Mr. Dolphin Diving Service, par exemple. Exactement. Donc voilà, on a fait un petit tour des différentes couches d'Izu Oshima. On voit bien comment toutes ces histoires, le volcan, les exilés, les fantômes, les pêcheurs, les écrivains, elles sont tissées ensemble avec les paysages, les goûts, les expériences qu'on peut y vivre. C'est vraiment ça qui ressort. Le désert noir, Urasabaku, c'est pas juste beau, ça raconte le volcan. La porte rouge de Tametomo, c'est pas juste une porte, c'est l'histoire d'un samouraï rebelle. Habu et ses cafés, c'est pas juste joli, c'est une histoire de port et de renouveau. Tout est connecté. Izu Oshima, c'est donc vraiment plus qu'une simple escapade depuis Tokyo. C'est une invitation à voyager dans le temps, à sentir la force de la nature et à écouter ces récits qui donnent une âme vraiment unique à cette île.
une destination parfaite pour ceux qui cherchent autre chose, de l'authentique. Une expérience mémorable, j'en suis sûre. Mais ça laisse une question en suspens, non? Ah oui. Laquelle? Ben, Comment une île si proche d'une ville monstre comme Tokyo a réussi à garder cette identité si forte? Ce mélange de nature brute, d'histoire ancienne, de traditions encore vivantes, c'est peut-être ça le vrai trésor d'Oshima au fond. très bonne question pour finir. Peut-être que la réponse, elle est justement là, dans cette présence écrasante et fascinante du volcan et dans la force de ces histoires qui continuent d'être racontées. Ça crée une culture insulaire qui résiste. L'île a sans doute encore plein de secrets à murmurer à ceux qui prennent le temps d'écouter.